Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'ai le plaisir de recevoir Adrien. Bonjour Michael. Bonjour Adrien. Alors Adrien va nous parler d'un sujet un peu particulier qui est pourquoi il ne faut pas investir dans des chambres de bonne. Et en particulier à Paris. Parce qu'on nous a rabâché que c'était la bonne affaire, le bon plan, que c'était une niche intéressante. Et Adrien a une expérience, on va dire, autour de ça. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que je lui ai proposé de venir vous en parler. Alors tu peux nous raconter peut-être ton aventure avec cette forme d'investissement? Alors avec plaisir. Ce qui s'est passé pour moi, donc, c'est qu'en fait, il y a encore en début d'année, je me suis retrouvé avec un capital à investir. Je me suis posé la question de quelle façon investir ce capital. Est-ce que je me tourne plutôt vers l'option investissement boursier, investissement en banque ou investissement immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, les rentabilités qu'on pouvait espérer gagner avec des choses à capital garanti, donc des fonds euros. C'est pas très performant aujourd'hui, 2,7% pour la moyenne en général. Oui. Et donc je me suis dit, bon, mais pourquoi pas se tourner vers l'investissement immobilier. Donc le problème que j'avais au début, c'est que j'avais pas un capital assez important pour investir sur des grosses surfaces ou sur plusieurs petites surfaces. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle les chambres de bonne ou plus communément les chambres de service sur le marché parisien. Donc c'est tout à fait connu et reconnu des investisseurs que ce type de location est relativement rentable en fait, puisque plus la surface, communément plus la surface est petite, plus la rentabilité espérée peut être importante. Ouais. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait. J'ai essayé de prendre la tendance en fait du marché, donc en postant une annonce on va dire factif sur le Bon Coin pour essayer de voir en fonction du logement que j'espérais acquérir, combien est-ce qu'il y avait de demandes, de locations, etc. Donc en un jour et demi, j'ai reçu environ 70 demandes, ce qui est relativement 70 demandes. Important pour un type de bien comme ça. Donc ça m'a conforté tout à fait dans l'investissement que je voulais faire. Ensuite, j'ai regardé un petit peu les prix qui étaient pratiqués. T'avais mis, excuse-moi, je t'arrête sur ton annonce. Tu avais mis quoi comme superficie et prix? Alors, pour que ça soit louable, il faut 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes. Voilà, ça c'est les deux conditions pour que les chambres de service soient légalement louables. Oui. Donc j'ai vraiment respecté une annonce type avec un logement propre, équipé, meublé. Voilà, dans un arrondissement, j'ai fait 2 tests en fait avec des arrondissements on va dire un peu plus populaires et un arrondissement un peu plus luxueux on va dire. D'accord, donc tu avais mis 9 mètres carrés. Voilà, 9 mètres carrés, donc après une annonce classique. Tu avais mis quel loyer J'avais mis un loyer de 550 €. D'accord, donc voilà. 9 mètres carrés, 550 €, voilà. Tu reçois 60 appels. 70 appels. 70 appels. 70 demandes par mail, donc c'est en termes de prix on est plutôt dans la fourchette haute, mais c'est ce qui se pratique largement quand même sur Paris. Donc une fois que j'ai été conforté dans mon projet, ce qui s'est passé c'est que je me suis dit j'ai une capacité d'investissement qui est telle, est-ce que j'aurais pas moyen d'augmenter cette capacité d'investissement justement pour avoir une plus grosse capacité d'emprunt et du coup peut-être acheter 2-3 chambres de service. Voilà, c'était le projet à la base. Donc j'en ai parlé à un ami qui se retrouvait aussi dans la situation d'avoir un capital à investir. On a défini nos objectifs, à savoir... C'est bien comme ami ça. C'est un ami qui est sympa. C'est un ami qui est plutôt sympa. Non, c'est effectivement un ami qui avait également une somme d'argent à peu près similaire à la mienne à investir. Et donc je lui ai parlé du projet, il a été intéressé. On a défini ensemble évidemment quels étaient les objectifs. À savoir, on voulait essayer de construire un patrimoine en essayant, donc comme tu le dis et que tu le rappelles dans ton blog, d'essayer d'autofinancer les biens, donc d'essayer d'équilibrer donc ce qui nous rentrait en termes de loyer avec l'emprunt à payer. Voilà, donc ça c'était l'objectif principal. Créer une structure donc pour pouvoir réaliser ce type d'opération et à terme soit réinjecter du capital dedans pour continuer nos investissements, soit se servir de ce qui s'autofinançait au bout de 10 ans pour faire d'autres investissements, diversifier sur des parkings. Voilà, donc là on avait posé les bases du projet. Une fois cette étape passée, ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à faire des simulations pour voir, d'ailleurs en fonction de si on achetait 1 ou 2 chambres. Ouais, donc là vous êtes rentré un peu dans les calculs. Là on est rentré vraiment dans des calculs de rentabilité, alors de manière assez simple d'abord, qu'on a affiné ensuite pour essayer de calculer et de trouver des rentabilités net, même si c'est pas évident. Donc on est parti sur des sommes... Donc, net, on précise, hein, c'est net de frais, net d'impôts. Hein. Exactement. C'est pour voir vraiment combien il nous reste dans la poche à la fin. Tout à fait, donc ça c'était la simulation précise. Donc d'abord la rentabilité brute, ensuite la rentabilité nette qui nous donnait déjà une bonne visibilité du projet, et ensuite une rentabilité net qui là était plus destinée à essayer de voir quel type de structure, sous quel régime fiscal on pouvait la mettre en place. Ok.
Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc on a fait tous nos calculs, on a essayé de se baser sur une fourchette haute, que ce soit au niveau du prix de l'achat de l'appartement, au niveau des charges, de la taxe foncière et surtout du taux d'emprunt. Donc pour essayer d'avoir une fourchette haute et d'avoir un maximum de visibilité, de voir nos points d'optimisation, je dirais. Voilà, de ne pas prendre un prix d'achat super bas ou un taux d'emprunt super bas. Pas prendre quelque chose qui serait beau sur le papier. Ouais. Voilà. Donc une fois qu'on avait réalisé ça, on a commencé à s'intéresser. Donc c'était les logements, il faut savoir que c'est assez variable le prix des logements des chambres de service sur Paris. Ceux qui investissent dans ce type de biens le savent. Ça peut aller de 50 ou 60 000 euros en fonction du quartier jusqu'à des prix complètement délirants, 120 000 euros, on a déjà vu. Pour 9 mètres carrés. Pour 9 mètres carrés. Donc là, il faut pas non plus... C'est des prix qui sont vraiment délirants. Nous, on se basait plus... L'idéal pour nous, c'était d'avoir des chambres de service avec des travaux à faire, puisqu'on avait prévu une petite enveloppe pour ça. Ou alors prendre des chambres de service tout simplement qui étaient immédiatement disponibles pour qu'on puisse les mettre en location. Donc on était sur un prix d'achat qui était aussi variable en fonction des quartiers, des arrondissements qu'on avait ciblés, qui pouvait aller donc de 60 à, on ne dépassait pas le seuil des 80 000 euros pour rester dans notre rentabilité. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite on s'est intéressé un petit peu à qu'est-ce qui pouvait venir amputer notre rentabilité, donc notamment d'un point de vue encadrement. Et donc c'est ce que je t'expliquais, il y a une taxe qui est un petit peu passée au travers du grand public, je dirais, en tout cas moi j'en avais pas connaissance, ça s'appelle la taxe apparue, donc du nom de l'ancien, de la personne qui a mis ça en place, Benoît Apparu donc. Donc cette taxe, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Tout simplement, elle donne un loyer de référence pour les micro-surfaces. Ce qu'ils appellent les micro-surfaces, c'est donc les surfaces qui sont inférieures ou égales à 14 mètres carrés. Donc pour des chambres de service, ça rentre complètement dans le dispositif. Ce dispositif en fait donc donne un loyer de référence. Donc en 2015, le loyer de référence est de 41,61 mètres carrés au mètre carré. Donc 41 euros au mètre carré. 41 euros au mètre carré, donc pour la surface ciblée, donc pour les 9 mètres carrés, ça voulait dire un loyer de 374 euros. Dans nos calculs de rentabilité, on était plus parti sur un loyer de 550 euros, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc là, le différentiel est assez conséquent. Quelle est la conséquence du coup de cette taxe? Voilà, la conséquence de cette taxe, du coup, si on voulait maintenir notre loyer, c'est effectivement possible et légal. Sauf que la différence entre le prix qu'on allait appliquer, donc nos 550 euros, moins le loyer de référence indiqué donc, par ce dispositif, rentre en fait dans un barème progressif donc, qui va donc de 10 à 40% du taux de la taxe. D'accord. Donc là, ça veut dire, là, il y a un super tableau sous les yeux. Voilà. Alors ça c'est ils sont très créatifs quand il s'agit de faire des tableaux de taxation. Donc en gros, ça dit s'il y a un écart entre le loyer de référence et le loyer que tu appliques. Voilà, exactement. Il y a un taux de la taxe associé. On va prendre un exemple pour être un peu plus concret pour ceux qui nous regardent. Le taux de la taxe va de 10 à 40%. Exactement. Donc c'est 10 à 40% du loyer supplémentaire. Voilà. Non, c'est 10 à 40% du loyer brut. Du loyer brut annuel. Waouh, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc ce qui veut dire, si on prend un exemple concret, c'est qu'en 2015, si on achète un studio de 10 mètres carrés qu'on loue 660 euros, admettons par exemple. Donc là il est loué assez cher. Il est loué quand même assez cher. On va prendre cet exemple-là. Donc 660 euros par rapport au loyer de référence, c'est 59% plus cher que le seuil fixé. D'accord. Donc la taxe qui va s'imputer donc est de 33%, ce qui signifie 2613 euros de taxe qui n'est non déductible donc ils viennent s'imputer directement sur les revenus. 2600 euros de taxes, voilà. Juste à cause de cette loi-là. Juste à cause de cette loi-là. Parce que l'appartement fait moins de 14 mètres carrés. Exactement. Donc pleinement concerné par ce dispositif. Donc quand on a commencé à regarder ça, réfléchir. Ça voilà, exactement. On a commencé à réfléchir et à intégrer déjà la taxe dans nos calculs. Ouais. Bon, étant donné qu'on était quand même assez motivés, même si on voyait notre rentabilité baisser, on se dit en restant dans une logique de patrimoine et d'essayer d'autofinancer les biens, ça peut peut-être encore passer. Ne serait-ce qu'on a quand même eu pas mal de doutes. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que depuis le 1er août 2015, le gouvernement a mis en place une nouvelle disposition, et là du coup qui s'élargit, qui ne concerne pas non plus les micro-surfaces, mais tous les logements donc, sur Paris. Donc Paris a été divisé en 80 micro-zones en fait. Donc c'est la loi, je parle bien entendu de la loi d'encadrement des loyers qui est applicable depuis le 1er août 2015 sur tous les nouveaux baux. Donc quand on a pris connaissance de la mesure d'encadrement des loyers, qui est en fonction donc, de 3 critères, donc ce que j'avais mis là. Alors,
Juste un mot à part, le fait d'avoir 80 zones, c'est quand même magique, hein, moi je trouve. Hein. Ah bah c'est, Moi c'est rassurant d'un côté. Parce qu'on se dit, il y a des gens qui arrivent à diviser Paris en 80 zones. Moi c'est rassurant, je me dis, il y a une intelligence supérieure, on sent bien que... Ah, on sent qu'il y a des gens qui ont planché sur le sujet. Ça mouline quoi, donc ça met en sécurité d'une certaine manière. Ah, quelque part oui, quoique pour un investisseur ça refroidit. Sauf si on est investisseur à Paris. Effectivement. Non, ce dispositif-là, en fait, il y a 3 critères qui sont applicables en fait pour calculer le nouveau loyer donc de référent sur Paris. Donc il faut, premier critère, est-ce que c'est un appartement vide ou meublé? Deuxième critère, combien y a-t-il de pièces dans le logement? Donc ça s'applique également pour notre investissement chambre de service. Hein. Et troisième critère, donc l'époque de construction du bâtiment, donc qui va de 1946 à 1990. Vous rentrez ces 3 critères sur le site, on pourra le mettre en lien de la vidéo, donc referidf.com. Et ça permet donc de donner 3 loyers. Un loyer de référence, un loyer minoré, assez incompréhensible, qui va minorer son loyer, aujourd'hui je ne sais pas qui va minorer son loyer, et un loyer majoré. Sur cette disposition-là, il faut savoir que le loyer majoré, donc le dispositif est encore assez flou puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui permet au propriétaire de majorer encore son loyer. Ça peut être par exemple, on entend parler de peut-être un emplacement exceptionnel, une vue sur la tour Eiffel ou des prestations de gamme de l'appartement. Quoi qu'il en soit, lorsque nous on a essayé d'appliquer justement dans les zones qu'on avait ciblées l'encadrement des loyers, la rentabilité était juste à dégringoler complètement. C'est-à-dire si vous prenez le loyer imposé par l'encadrement des loyers, vous avez une renta qui est plus du tout intéressante. Voilà, donc c'est-à-dire que déjà on était pas mal imputé avec la taxe apparue comme je l'évoquais tout à l'heure, mais là c'est bien pire. Donc ce qui fait qu'en fait on tombait en dessous des 3% de rentabilité, on était même des fois à 2,2-2,3% de rentabilité sur les rentabilité nette. Rentabilité nette. Avant impôt. Nette. Avant impôt, pas net. Donc, donc finalement l'assurance vie c'est pas si mal que ça. Donc voilà, ce qu'on s'est dit c'est qu'effectivement ça prend quand même du temps, ça demande du temps, des recherches et puis ça peut être des problèmes avec le locataire. Donc c'est aussi une prise de risque. Entre ça ou placer son argent même à 2,5 ou 2,7%, le choix pour nous était vite fait. Donc on s'est résolu du coup avec mon ami à du moins ne pas investir tant que ces dispositifs seront en place. Parce qu'on ne s'y retrouvait pas en termes de rentabilité, c'était une certitude. Donc pour l'instant on est resté en stand-by, peut-être que la législation va évoluer. J'ai lu quelques articles qui disaient que c'était difficile à mettre en place dans le temps. Les propriétaires, on ne sait pas trop comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont retirer leurs biens à la location, on ne sait pas trop, c'est encore tout récent. Donc voilà, le fait est que je voulais partager mon expérience avec toi, de jeune investisseur, et de voir un petit peu comment on a été amené, où on avait une idée et on était assez déterminé pour investir sur ce type de bien-là, et comment on a été amené à... un peu... déjà c'est bien que vous ayez creusé le sujet à fond. Bien sûr. Et après c'est vrai que c'est assez décourageant quoi, de voir l'immobilier déjà en tant que tel est déjà assez encadré et taxé. C'est vrai qu'à Paris c'est un contexte un peu spécial. Complètement. Qui n'est pas très encourageant. C'est vrai que voilà, nous on avait l'envie, on est jeunes, on avait l'envie, effectivement on était vraiment déterminés à faire quelque chose, essayer de créer quelque chose, d'essayer de créer un patrimoine, puis c'était une belle aventure humaine, un beau projet. Et effectivement, c'est un peu dommage, je trouve. Alors, il y a certes des points positifs dans cette loi, ça rend le logement peut-être plus accessible, mais je pense qu'il y avait d'autres manières de le faire. Et en tout cas, nous, en ce qui nous concernait, notre projet, du coup, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Ok, donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui avec Adrien. Donc vous avez bien compris que investir dans des chambres de bonne à Paris aujourd'hui, c'est plus dans l'ordre du jour, c'est même plutôt déconseillé parce que même si vous allez facilement trouver des locataires, vous allez pouvoir même le louer cher au mètre carré, vous allez vous faire assassiner clairement par les impôts. Donc c'est une piste à éviter. Donc si vous cherchez des investissements immobiliers rentables, regardez en dehors de Paris, regardez à l'extérieur, ou alors faites un placement tout simple sur une assurance vie qui ne va pas forcément rapporter beaucoup, mais au moins il y a zéro souci et au moins vous êtes sûr que votre argent va rapporter 2-3%. Alors c'est pas avec ça qu'on peut devenir rentier, mais c'est mieux que rien. Ça peut être une solution en tout cas temporaire. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt.